Bienvenue à tous, nous allons parler ce matin des trajets domicile-travail en Île-de-France. Je me présente à mon tour, donc Laure Wagner, ça fait 15 ans que je suis dans la mobilité durable. J'ai commencé ma carrière en travaillant pour la Semaine européenne de la mobilité, vous savez, cet événement qui est en septembre. Êtes-vous prêts d'ailleurs? Et ensuite, 11 ans chez Blablacar, j'ai même commencé à l'époque où ça s'appelait encore covoiturage.fr, et donc responsable communication pendant 11 ans, à convaincre des millions d'automobilistes de partager leur voiture. Et enfin, j'ai créé ma propre structure en 2020 qui s'appelle 1 km à pied et qui vise à réduire les trajets domicile-travail. On en parlera. Voici l'agenda de ce webinaire. Je vais d'abord vous parler de notre méthodologie, de comment est-ce qu'on arrive à analyser des milliers de trajets, comme on va vous le présenter aujourd'hui. Ensuite, Camille vous présentera les résultats de tous les diagnostics des trajets actuels chez nos clients et aussi le potentiel report modal qu'on a mesuré pour les automobilistes de nos clients. Et ensuite, moi, je vous parlerai de la méthodologie et du potentiel de rapprochement de domicile qui pourrait réduire de manière colossale le trafic routier en Île-de-France. Et enfin, on gardera du temps pour les questions-réponses. N'hésitez pas à même les mettre au fil de l'eau. On y répondra cependant à la fin. N'hésitez pas aussi à réagir à chaque slide, à liker ou à commenter parce qu'en fait, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas et on ne sait même pas qui vous êtes. On a juste un chiffre de personnes connectées sur Facebook et sur LinkedIn, mais voilà, on ne sait pas que vous êtes là, donc n'hésitez pas à rendre tout ça interactif. Et c'est parti. Donc, voici quelques chiffres sur les trajets étudiés par 1 km à pied en Île-de-France. Donc, nous avons analysé 46 697 trajets domicile-travail d'adresse de domicile précise à adresse de travail précise sur 1805 sites différents en Île-de-France chez nos clients qui se décomposent de la manière suivante. Ce sont des plans de mobilité employeurs que nous avons menés dans des PME, des ETI, des collectivités ou des entreprises d'envergure nationale avec des présences en Île-de-France, mais aussi pour 70% des salariés qui sont chez nos clients qui utilisent le logiciel 1 km à pied pour faire des mobilités internes géographiques, c'est-à-dire rapprocher leurs salariés de leur domicile. Et là, par exemple, on travaille en Île-de-France pour Auchan, pour Carrefour, Lidl, Point P, des grandes structures comme ça, même Transilien. Les crèches Petits Chaperons Rouges, voilà, donc on a énormément d'employés de terrain partout sur le territoire. Nous n'avons retenu pour cette analyse que les trajets inférieurs ou égaux à 150 km et 1h30. Notre méthodologie, nous ne faisons pas d'enquête salariée. Donc il n'y a pas le biais d'avoir eu simplement des cyclistes, des marcheurs qui répondent à l'enquête et 30% d'enquête qu'on doit redresser, pas du tout. On a analysé sur la base du fichier du personnel, vraiment les adresses de domicile et de travail de 100% des salariés de nos clients, avec les remboursements dont ils bénéficient, les remboursements transports en commun qui nous permettent de savoir qu'ils prennent les transports en commun, s'ils ont une voiture de fonction ou de service, et s'ils ont, alors j'ai symbolisé par un vélo, mais s'ils ont un forfait mobilité durable qui nous permet aussi quand même d'identifier les covoitureurs également. Et donc avec ces éléments de remboursement, ça nous permet de déduire leur mode de trajet, et ceux qui ne bénéficient de rien du tout, eh bien, on part du principe que, comme 72,5% des Français, ils sont en voiture, sauf si on met quand même une règle, s'ils sont vraiment très proches, à moins d'1,5 km de leur travail, on va considérer qu'ils sont à pied. Ensuite, comment est-ce qu'on calcule tous ces trajets? Nous sommes connectés et nous payons donc des appels à Google Maps pour s'assurer de connaître la bonne durée de trajet avec embouteillage entre le domicile et le travail. Et ensuite, pour tous les automobilistes, nous calculons tout de même leur trajet avec Navicia en transport en commun, donc filiale de la SNCF, qui nous donne la bonne durée de trajet en transport en commun avec les premiers et derniers kilomètres, le nombre de correspondances. Et enfin, on calcule aussi pour tous les automobilistes leur trajet à vélo avec GeoVélo. Donc on lance aussi des appels pour savoir quelle serait la distance et la durée de leur trajet le plus sécurisé et le pourcentage de pistes cyclables. Et avec toutes ces données, ça nous permet de créer d'autres données et de délivrer un diagnostic automatisé et un plan de mobilité chiffré à chaque employeur. Pour ce webinaire spécifiquement, nous avons anonymisé toutes les données et nous les avons agrégées pour vous donner une vue d'ensemble régionale. Concrètement, chaque client a accès à une plateforme qui ressemble à ça, avec quelques données clés.
la carte de tous les salariés accessibles ici et la liste de tous leurs sites, puisque chaque site est différent, a une accessibilité différente. Et donc, quand on clique sur les sites, on a comme ça accès à chaque site, son nombre de salariés, la distance médiane, durée médiane, la part de la voiture, ce que ça émet en CO2 tout cumulé, et puis l'accès au diagnostic de chaque site. Le diagnostic se présente de cette manière sous forme de data vise pour simplifier l'accès, en fait, de la pédagogie de compréhension de où sont les problèmes. Et ce diagnostic existe aussi à l'échelle globale de l'entreprise. Et ensuite, et c'est là que c'est assez unique, c'est que contrairement aux enquêtes salariées où on leur demande leurs trajets actuels, nous, on vient calculer le report modal. Et donc, on vient chiffrer et montrer de manière très pragmatique aux employeurs combien de salariés pourraient vraiment passer au vélo, au transport en commun et au covoiturage. Et donc, concrètement, alors il y a plusieurs pages à chaque fois, mais je vous en montre une pour le vélo. Des data vises qui permettent de voir combien sont à moins de 6 km, et parce que ça se fait en moins d'une demi-heure à vélo mécanique, combien sont entre 6 et 10 km, parce que ça se fait aussi en moins d'une demi-heure, mais à vélo à assistance électrique, leur pourcentage de pistes cyclables, leur mode de trajets actuels, parce que le but du vélo, c'est pas de prendre des gens des transports en commun pour les mettre sur le vélo, mais bien de faire du report modal de la voiture vers le vélo. Et puis leur équipe, etc., pour pouvoir cibler les projets. Donc ça, c'est pour le vélo. Ensuite, pour les transports en commun, de la même manière, on fait de la data analyse avec Navicia pour savoir combien d'automobilistes sont sur une ligne de transport en commun avec la capacité de faire un premier et dernier kilomètre à pied. Ensuite, on regarde l'impact sur la durée de leur trajet, parce que les automobilistes vont toujours dire « bah non, mais je prends la voiture parce que c'est plus rapide qu'en transport en commun ». Donc nous, on challenge ça et on regarde, et effectivement, dans les faits, c'est souvent plus rapide. Les transports en commun existent souvent pour les automobilistes, mais c'est souvent plus d'un quart d'heure plus long. Donc nous, on sélectionne dans un cœur de cible transport en commun uniquement les automobilistes qui pourraient prendre les transports en commun en ne perdant qu'un quart d'heure maximum. Et ensuite, mais on montre quand même les autres, on montre que certains pourraient basculer avec 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 35 minutes et plus de trajet. Et puis on vient sélectionner ceux qui ont un trajet de 45 minutes ou 50, 1 heure, enfin ça permet de voir tout, mais de dégager un cœur de cible. Et enfin, pour le covoiturage, de la même manière, étant une ancienne de Blablacar, je connais bien les chiffres de ceux qui s'inscrivent sur Blablacar Daily et ceux qui matchent, et en général, ce sont les trajets longs. Il n'y en a quasiment pas en dessous de 10 km, un peu entre 10 et 25, mais c'est surtout à partir d'un trajet de 25 km que les automobilistes ont un intérêt, une appétence forte pour partager les frais, mais aussi la fatigue du trajet. Et donc, on vient montrer à l'employeur sa population automobiliste qui ressemble à la population qui se motivent à covoiturer avec leur grade dans l'entreprise et les équipes pour voir ceux qui ont le profil, en tout cas, pour s'inscrire. Et je passe maintenant la balle à Camille. Maintenant que vous avez compris notre méthodologie, comment est-ce qu'on calcule tout ça, voir ce que ça donne, ce diagnostic et report modal. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Camille Rousseau et je suis consultante en mobilité chez 1 km à pied, et je vais vous présenter donc quelques chiffres clés sur nos données clients en termes de mobilité domicile-travail en Île-de-France. Donc, premier chiffre clé, ça va être les parts modales. Sur ces environ 47 000 salariés dont nous avons étudié les trajets, 62% viennent en voiture, 30% viennent en transport en commun, 7% viennent à pied, et le vélo représente réellement une part infime, moins de 1% des salariés dont nous avons étudié les trajets. À noter que 63% des salariés ici représentés ne font jamais de télétravail, ce sont des employés de terrain et qui ne sont même pas éligibles au télétravail. Donc pour eux, le trajet domicile-travail se fait matin et soir, 5 jours par semaine. Et le télétravail n'est pas un levier pour réduire ces trajets. Ce chiffre est représentatif de la France à l'échelle globale, puisque 73% des actifs en France ont un emploi de terrain. La distance médiane parcourue à l'aller par tous ces salariés est de 9,1 km, matin et soir. On voit sur cette répartition par distance, par tranche de 5 km des trajets, qu'on a tout de même 30% des personnes qui ont un trajet de moins de 5 km. La durée médiane du trajet à l'aller est de 28 minutes, et l'empreinte carbone médiane annuelle liée au trajet domicile-travail est de 0,5 tonnes d'équivalent CO2 par an et par personne.
Donc, à noter que nous avons comparé nos données clients à kilomètre à pied avec les statistiques de l'INSEE, issues du recensement de la population de 2019. Et donc ici, un tableau qui décompose un peu toutes nos données clients par lieu d'habitation. Donc en Île-de-France, au global, on l'a dit, on a une médiane de 9,1 km. Pour les habitants de Paris, cette médiane est plus faible, à 7,1 km. Les habitants de la Petite Couronne, 7,8 km. C'est exactement la médiane observée sur tous les actifs français par l'INSEE en 2019. Et en Grande Couronne, la médiane est plus élevée, avec 10,1 km parcourus à l'aller en médiane pour les trajets domicile-travail. Donc, une fois qu'on a vu ces chiffres clés en termes de médiane, de durée et de distance, une manière de s'intéresser à la mobilité domicile-travail et d'étudier le report modal possible, c'est de découper tous ces trajets en 3 tranches de distance. Ce qu'on a fait ici chez 1 km à pied, c'est qu'on a réparti les trajets entre une tranche de 0 à 5 km à l'aller, 5 à 10 km et plus de 10 km. Donc, ce qu'on observe en Île-de-France, c'est que 53% des salariés ont un trajet de moins de 10 km. Donc, c'est un trajet qui est potentiellement faisable à vélo s'il y a des infrastructures adaptées. Pour la tranche de 0 à 5 km, on pourra envisager le vélo musculaire, mécanique, sans souci. Et entre 5 et 10 km, on s'intéressera davantage au vélo assistance électrique. En effet, donc 10 km, c'est un peu la limite supérieure en termes de budget temps si on veut rester à un trajet de moins de 30 minutes, qui est le budget temps qu'on observe pour les trajets domicile-travail en France en général. Donc, bonne nouvelle, 53% des salariés pourraient, en théorie, passer au vélo. En revanche, si on s'intéresse aux émissions de CO2, donc là, on a fait la répartition des trajets, non plus en termes de nombre de trajets, mais en termes d'émissions de CO2 liées à ces trajets, on se rend compte que les trajets courts, donc de 0 à 5 km, ne représentent que 6% des émissions de CO2 liées au trajet domicile-travail. Donc, autrement dit, même si on fait passer tous les automobilistes qui sont entre 0 et 5 km à un autre mode de transport, au vélo par exemple, on élimine 6% des émissions de CO2, mais on n'a pas traité le gros du problème qui se situe bien ailleurs, dans la tranche plus de 10 km. En effet, donc, ce qu'on observe, c'est que 72% des émissions liées au trajet domicile-travail sont dues au trajet en voiture de plus de 10 km. Donc, c'est réellement ici qu'on va focaliser nos efforts, en tout cas chez 1 km à pied, en étudiant d'une part le report modal, en particulier vers le covoiturage et les transports en commun sur cette tranche, et dans un deuxième temps, avec une autre activité, en essayant de raccourcir les distances pour mécaniquement réduire à la source le besoin en mobilité et donc les émissions de CO2, en faisant passer les gens de cette tranche plus de 10 km à la tranche inférieure à 10 km. Donc maintenant que nous avons vu ces chiffres clés, avec une majorité de personnes qui viennent en voiture, même en Île-de-France, nous allons nous intéresser au report modal potentiel que nous avons observé chez les automobilistes uniquement. Donc quelques chiffres clés sur les automobilistes de notre base de données Île-de-France. Donc pour rappel, ça concerne 62% des salariés de notre base de données. Leurs dépenses médianes annuelles sont de 357 € par an en frais d'essence. Ils ont une distance médiane à l'aller qui est de 9,7 km, donc légèrement supérieure à la distance médiane globale en Île-de-France qu'on a observée, avec tout de même un quart des automobilistes qui vivent à moins de 5 km de leur lieu de travail. 9,7 km, c'est entre guillemets la limite supérieure pour un trajet en VAE matin et soir. Donc 50% des automobilistes ont un trajet encore plus distant que ça. La durée médiane du trajet à l'aller est de 23 minutes, donc elle est plus courte que la distance médiane au global en Île-de-France, qui est notamment tirée vers le haut par des trajets en transport en commun qui sont assez longs en général. Et les émissions liées au trajet en voiture représentent 88% des émissions liées au trajet domicile-travail en Île-de-France. Maintenant, lorsqu'on étudie les trajets de ces automobilistes, on peut s'intéresser aux origines et destinations des trajets. Donc, j'ai fait un tableau à double entrée ici qui représente le lieu du domicile et le lieu de travail. Et ce qu'on observe, c'est que la majorité des salariés dans notre base de données vivent dans la Grande Couronne, donc 61%, et la majorité travaille aussi en Grande Couronne, donc 59,56%. Ce qui fait que la majorité des trajets observés dans notre base de données sont de Grande Couronne à Grande Couronne, avec 50,2% des trajets. Ensuite, on a les trajets Petite Couronne, 17,9%.
Et enfin, on a des trajets de la grande couronne vers la petite couronne, 8,5%. Donc la majorité des trajets qu'on observe, ce ne sont pas des gens qui prennent le métro dans Paris, mais bien des gens qui parcourent parfois de très longues distances en banlieue et qui n'ont pas toujours des moyens de transport en commun adaptés. On a également des personnes qui font des trajets qui vivent hors Île-de-France et qui viennent travailler en Île-de-France. Donc le scope de nos données, c'est toutes les personnes qui travaillent à l'intérieur de l'Île-de-France. On peut s'intéresser maintenant à la répartition à la fois des trajets et des émissions de CO2 par lieu d'habitation des personnes. Donc, comme je l'ai dit, on observe toutes les personnes qui travaillent en Île-de-France, mais certaines vivent en dehors de l'Île-de-France. Donc, pour les personnes qui vivent dans Paris, la médiane du trajet est de 7 km, avec des émissions médianes de 0,6 tonnes d'équivalent CO2 par an et par salarié. Donc, ça représente 6% des trajets et 4% des émissions de CO2. Ensuite, en termes de petite couronne, donc les personnes qui vivent dans la petite couronne vont représenter 28% des trajets et 20% des émissions de CO2, puisqu'ils ont une distance médiane qui est de 8 km, et ce qui permet une empreinte carbone médiane de 0,7 tonnes d'équivalent CO2 par an. Ensuite, la grosse majorité des personnes, donc on l'a dit, 61% des trajets concernent des personnes qui vivent en grande couronne, et donc là, c'est 61% des trajets et aussi 61% des émissions de CO2, avec une distance médiane de 10 km. Donc on se rend compte que la distance augmente évidemment dès qu'on s'éloigne de Paris, et des émissions médianes de 0,9 tonnes d'équivalent CO2 par an. Et enfin, donc le segment le plus émetteur, entre guillemets, proportionnellement au nombre de trajets, c'est les trajets de personnes qui vivent en dehors de l'Île-de-France et qui viennent travailler en Île-de-France. Donc ça représente 5% des trajets, mais 15% des émissions de CO2, avec des trajets qui sont extrêmement longs. Donc la médiane est de 40,2 km à l'aller, donc 80 km par jour en voiture, ce qui représente 3,4 tonnes d'équivalent CO2 par an et par personne en médiane pour ces trajets de personnes qui vivent en dehors de l'Île-de-France. Et donc, toujours à avoir en tête, ces chiffres de CO2 sont à mettre en regard avec la cible de 2 tonnes d'équivalent CO2 par an et par personne en moyenne si l'on souhaite stabiliser le climat à un réchauffement de 2 degrés. Donc maintenant que nous avons vu le détail des origines et destinations et des impacts des trajets étudiés, nous allons pouvoir chiffrer le report modal pour tous ces automobilistes en Île-de-France, en appliquant les règles qu'on applique usuellement lorsqu'on fait des plans de mobilité employeur chez un kilomètre à pied. Donc le premier mode de report modal pour les automobilistes que l'on observe chez un kilomètre à pied, c'est le covoiturage, à la fois en termes de nombre d'automobilistes et d'impact en termes de CO2. Donc, on considère qu'une personne peut se mettre au covoiturage dès que le trajet en voiture est de plus de 10 km, puisque c'est une distance à partir de laquelle il devient intéressant de partager les frais et l'effort de s'inscrire sur une application est moins important que l'effort de faire le trajet. Donc, 49% des automobilistes ont un trajet de plus de 10 km, cela permettrait d'éviter 14 770 tonnes d'équivalent CO2 par an, si chacun des automobilistes à plus de 10 km partageait son trajet avec un autre. On a tout simplement divisé les émissions de ces automobilistes par 2. Ensuite, le deuxième mode qu'on observe en Île-de-France, aussi pour 49% des automobilistes, c'est le vélo ou le vélo à assistance électrique. Donc, on considère qu'un automobiliste est éligible au report modal vers le vélo si son trajet en vélo serait entre 2 et 10 km, pour respecter donc, ce budget temps de 30 minutes à l'aller. Donc attention, ce 49%, c'est sans prendre en compte le pourcentage de pistes cyclables, ce qu'on peut faire pour nos clients, c'est-à-dire regarder si le trajet est bien sécurisé ou non. Et la majorité des trajets sont en grande couronne, donc pas forcément sur des itinéraires très sécurisés et pas dans le centre de Paris où la pratique du vélo et les infrastructures sont déjà bien développées. Et donc l'impact de ce report modal vers le vélo, si tous les automobilistes éligibles passaient au vélo ou vélo à assistance électrique, ce serait environ la moitié de l'impact de celui du covoiturage. Le troisième report modal potentiel pour les automobilistes en Île-de-France, ce sont les transports en commun. Donc 27% des automobilistes en Île-de-France dans notre base de données ont un trajet crédible, une alternative en transport en commun crédible, c'est-à-dire que c'est un trajet inférieur à 45 minutes en transport en commun, et qui rallongerait de maximum 15 minutes par rapport à la voiture le trajet actuel. Et donc l'impact de ce report modal vers les transports en commun serait de 4170 tonnes d'équivalent CO2 par an.
Et enfin, on a 3% des automobilistes dans notre base de données qui pourraient passer à la marche car ils sont à moins de 2 km. Donc cet aperçu global nous montre l'ordre des leviers à actionner, entre guillemets, si on souhaite réduire les émissions de gaz à effet de serre par la voie du report modal. Et maintenant, nous allons nous intéresser au report modal vers le vélo, puisqu'il concerne 49% des automobilistes dans notre base de données, et que c'est un chiffre qui est relativement élevé comparé à ce qu'on trouve dans les autres régions par rapport à tous les autres webinaires qu'on a réalisés. Donc, est-il crédible que les automobilistes actuels passent au vélo? Donc là, je vais affiner un petit peu les analyses qu'on a faites sur le report vers le vélo. Donc, comme on l'a dit, donc, il y a 28 821 automobilistes dans notre base de données, et on a observé que 49% ont un trajet cyclable entre 2 et 10 km. Pour le reste, le trajet est trop distant pour passer au vélo. Et maintenant, on peut se poser la question, mais est-ce que ces personnes qui pourraient venir à vélo, est-ce qu'ils ne pourraient pas aussi venir en transport en commun? Est-ce que ce ne serait pas plus pratique pour eux de prendre les transports en commun? Donc effectivement, on a 40% des cyclistes potentiels qui ont aussi un trajet en transport en commun crédible. Donc pour rappel, moins de 45 minutes et un rallongement de durée de 15 minutes au maximum. Mais en revanche, si on compare les durées, on a toujours la majorité qui irait plus vite à vélo. Donc finalement, on se retrouve avec 13 563 automobilistes qui pourraient passer au vélo, soit parce qu'ils n'ont pas d'alternative crédible en transport en commun, soit parce qu'ils ont un trajet à vélo qui est plus court que les transports en commun, ou alors jusqu'à 5 minutes plus long. Donc encore une fois, ces chiffres sont à nuancer, donc ça reste autour de 48% des automobilistes qui auront un trajet cyclable, mais cela ne prend pas en compte la sécurisation de l'itinéraire, et la majorité des trajets sont en grande couronne. On peut également s'intéresser à l'impact sur les durées de trajet du passage de la voiture au vélo. Donc on va observer un impact différencié selon que les automobilistes vivent en petite couronne ou en grande couronne ou en dehors de l'Île-de-France. Par exemple, en petite couronne ou dans Paris, donc c'est les personnes qui vivent en petite couronne ou dans Paris, si les automobilistes passent au vélo, donc tous les automobilistes de notre cœur de cible qu'on a identifié, ils auront en médiane un rallongement de leur durée de transport de 4 minutes à l'aller, donc 8 minutes en plus par jour pour se mettre au vélo. Et on va observer des personnes qui auront même un trajet plus court à vélo qu'en voiture. Donc c'est le cas ici de 19% des personnes en petite couronne ou dans Paris. Et si on inclut en plus la tranche 0 à 5 minutes de plus par un trajet à vélo, donc ça fait la majorité des gens qui pourraient passer au vélo en gagnant du temps ou alors en rallongeant avec une durée de moins de 5 minutes le trajet par rapport à leur trajet actuel en voiture. En revanche, lorsque les personnes vivent en grande couronne ou en dehors de l'Île-de-France, l'impact d'un passage de la voiture au vélo va être plus important sur la durée de trajet. Ainsi, les personnes vont en médiane prendre 8 minutes de plus sur leur trajet matin et soir s'ils passent au vélo, avec tout de même 3% de personnes qui pourraient raccourcir leur trajet. Mais c'est donc bien moins que les personnes qui vivent plus près de Paris. Donc maintenant que nous avons vu tous ces chiffres clés et cette petite analyse du report modal vers le vélo, ce que je vous propose, c'est de visualiser sur une carte qui a été créée par notre data analyst chez 1 km à pied, un exemple de report modal qui serait possible de mettre en place en Île-de-France si on appliquait les règles qu'on a mentionnées et sur nos salariés de notre base de données. Donc cette carte, elle représente tous les salariés que nous avons étudiés de nos clients plan de mobilité employeur et réaffectation chez 1 km à pied. Donc les salariés sont représentés par zone d'habitation, donc on a des hexagones qui représentent chacun une zone de l'équivalent d'un terrain de foot, et la hauteur des hexagones nous renseigne sur le nombre de personnes qui vivent au sein de la zone. Donc là, typiquement, on se rend compte qu'on a une périphérie qui est bien couverte par notre base de données clients. Et évidemment, dans le centre de Paris, on a beaucoup de personnes qui vivent, mais aussi en petite couronne. Et en termes de code couleur, donc on représente la situation actuelle à gauche et une situation possible, potentielle dans le futur à droite. Et les couleurs représentent le mode de transport majoritaire au sein de chaque colonne. Donc le code couleur est le suivant. Si la colonne est en rouge, la majorité des gens viennent en voiture. Si la colonne est en bleu, la majorité viennent en transport en commun. Si la colonne est en vert foncé,
il s'agit du vélo. Et enfin, le vert clair, c'est de la marche. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué des règles de report modal que je vous ai présentées, donc avec un ordre de priorité, c'est-à-dire que si un automobiliste pouvait passer à la marche, il passe à la marche, puis au vélo, puis au transport en commun, puis pour les automobilistes qui vivent à plus de 10 km, on a considéré que 30% pourraient passer au covoiturage. Et donc, le covoiturage, ce sont les points violets qu'on observe sur la carte, ici à droite. Donc, ce qu'on observe dans la situation actuelle, c'est qu'on a une bonne proportion de personnes qui viennent en transport en commun, tout dans le centre de Paris et dans la petite couronne, donc la majorité. En revanche, on voit bien que dès qu'on s'éloigne complètement de Paris, la carte est majoritairement coloriée en rouge, les personnes viennent en voiture, même si on a quelques points verts qui concernent des salariés isolés qui viennent à vélo sur leur lieu de travail. Et à droite, on a une carte beaucoup plus colorée, donc avec, dans le centre de Paris et dans la petite couronne, beaucoup de transports en commun. Ce sont toutes les personnes qui pourraient venir en métro ou en RER. Ensuite, on a beaucoup de vélos également, donc un fort potentiel dès qu'on est dans la banlieue proche. Ensuite, on a tout de même du violet, donc le covoiturage qui domine dès qu'on s'écarte réellement de Paris. Et ça représente donc un avant-après à report modèle en parcourant les mêmes distances matin et soir. Et maintenant que je vous ai présenté ce constat sur la mobilité domicile-travail en Île-de-France chez nos clients, je vais laisser Laure vous présenter la démobilité et le passage à des distances plus courtes. Merci beaucoup Camille. Effectivement, comme l'a montré Camille, avec les trajets actuels et les distances parcourues, ce qui pèse le plus lourd, ce sont les trajets de plus de 10 km. Et donc on peut se dire qu'on va faire des nouvelles offres de transport en commun et favoriser le covoiturage, et évidemment il faut le faire, mais on peut aussi se dire, est-ce que c'est pas dommage que les gens aient travaillé aussi loin? Je vous donne 2 petits chiffres. Dans les années 60, le trajet domicile-travail des Français n'était que de 3 petits kilomètres à l'aller. Il est aujourd'hui en moyenne de 13,3 à l'aller. Donc on peut légitimement se poser la question de, vu qu'on a moins d'énergie et une contrainte climatique, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler plus près de chez soi? Donc ça a été l'idée et la motivation, et c'est la mission d'un kilomètre à pied, c'est de changer la structure des trajets des Français et des Franciliens. Comme l'a montré Camille, en termes de CO2, finalement les petits trajets de moins de 10 km pèsent assez peu dans la balance, alors que la majorité des émissions sont liées aux trajets en voiture de plus de 10 km. Donc nous, on essaye de voir si les gens qui font plus de 10 km ne pourraient pas être réaffectés au sein de la même entreprise à moins de 5 km et de créer les cyclistes de demain. Il faut avoir en tête que 74% des actifs français, et donc Camille a montré tout à l'heure le chiffre, je crois que c'était 63% en Île-de-France, sont des employés de terrain qui ne peuvent pas télétravailler. Donc on ne peut pas compter sur ce levier-là pour juguler le trafic et les émissions de CO2 en Île-de-France. Vous voyez, ces employés de terrain travaillent dans l'énergie, les transports, la santé, vieillesse, services publics, BTP, hôtellerie-restauration, retail, petite enfance, services techniques, propreté. J'aurais pu mettre sécurité en ce moment avec les JO, on en parle beaucoup. Et donc, ces employés de terrain travaillent majoritairement pour des employeurs multisites. J'ai mis quelques logos connus ici, j'ai mis d'ailleurs en haut dans l'encadré certains de nos clients, mais il y a 12 000 employeurs multisites publics et privés en France qui cumulent quasiment la moitié des actifs français, et donc il y a un levier énorme de peut-être réorganiser l'allocation des ressources humaines chez ces employeurs multisites. Et donc, avec mon associé, on a créé un logiciel qui permet de calculer ça, de calculer le trajet actuel, de regarder l'intitulé de poste et de calculer dans la même entreprise s'il n'y a pas les mêmes intitulés de poste sur des sites plus proches du domicile du salarié. J'ai lancé l'entreprise en me disant que ça allait être 25% des salariés qui auraient un établissement plus proche de chez eux, parce que j'avais connaissance de quelques cas et j'avais fait une petite étude sur le terrain. Eh bien, en réalité, chez nos clients actuels, dans la vraie vie, c'est 62% des salariés de nos clients multisites qui ont un établissement, donc je suis salarié Lidl, j'ai un Lidl plus près de chez moi, je suis salarié Auchan, j'ai un Auchan plus près de chez moi, je suis puéricultrice dans une crèche Petit Chaperon Rouge, j'ai une crèche Petit Chaperon Rouge plus près de chez moi. Et surtout, le gain, parce qu'on pourrait se dire si c'est pour gagner 3 minutes, on ne va pas changer la vie des gens, mais le gain pour ces 62%,
est de 10,2 km matin et soir au niveau national. Camille vous montrera au niveau régional. Et donc, ça fait donc 20,4 km par jour, 4500 km par an, pour des salariés qui sont des employés de terrain au SMIC ou à peine plus, voire même moins parce qu'ils peuvent être au SMIC à temps partiel, et donc ils pourraient être réaffectés pour passer d'une situation fatigante et coûteuse et émettrice de CO2 à une situation beaucoup plus satisfaisante pour tout le monde et qui génère des économies de temps, d'argent et de CO2, c'est notre mission. Très concrètement, pour faire de la mobilité durable, on s'est lancé vraiment dans un logiciel RH. Et donc, concrètement, la première étape, c'est d'enregistrer les souhaits de mobilité des salariés. Nous, on montre aux employeurs sur l'interface les sites plus proches pour enregistrer et encapsuler comme ça un souhait de mobilité. Dès qu'on a un souhait de mobilité, donc issu des entretiens annuels ou au fil de l'eau, parce que 10% des Français déménagent chaque année, donc ça peut intervenir à n'importe quel moment de l'année. Tout de suite, on va pouvoir regarder les permutations de postes pour concrétiser, répondre favorablement à la demande du salarié pour le fidéliser et éviter qu'il ne parte dans quelques semaines parce qu'il a vraiment ce besoin de rapprochement. Et donc là, on voit, on sélectionne une personne pour voir tous ces échanges ou un métier pour voir tous les échanges au sein de ce métier. Et s'il n'y a pas de permutation disponible tout de suite, eh bien, on attend au fil de l'eau le turnover. Et donc, à chaque fois qu'un site se libère, à chaque fois qu'un poste se libère sur un site, eh bien, les recruteurs ont un nouveau réflexe de recruter en interne. Donc, ils vont sélectionner le site. Hop, par exemple, là, je sélectionne l'EHPAD Bellevue. Hop, et ça va montrer tous les salariés qui gagneraient du temps de trajet en prenant ce poste, en étant mutés en interne plus près de chez eux. Et donc là, pour des raisons de RGPD, j'ai masqué les noms et le client, mais vous voyez que c'est un établissement sur Bagneux. Et donc, vous voyez que sur la première ligne, on a un salarié qui travaille actuellement sur Reuilly, dans le 12e, Paris-Reuilly. Il fait 51 minutes de voiture, il pourrait en faire seulement 7 en étant muté sur Bagneux. De la même manière, quelqu'un qui fait 59 minutes, qui pourrait n'en faire que 20, on pourrait là passer de 58 à 26. Bon, là, c'est un peu masqué, mais il y a 31 minutes de gain, 32 à 3, 42 à 14. Et vous voyez tous les gains associés en temps, en kilomètres, en euros. Et donc ça, c'est ce qu'on voit en permanence chez tous nos clients, sur tous les sites. Tout le monde pourrait être, 62% pourrait être rapproché. Un autre exemple, là, c'est sur un site à Suresnes. Et de la même manière, vous voyez ces salariés qui pourraient gagner 44 minutes, 43 minutes. Et au départ, moi, je me disais, c'est pas possible, ça doit être une erreur. Et pas du tout. On contacte, les recruteurs, les RH contactent les salariés, et c'est effectivement le cas. Donc, il y a vraiment un potentiel colossal de réduction des trajets qui pourraient être menés par les employeurs multisites, privés et publics. Voici le potentiel du coup en Île-de-France. Donc là, on est sur 56% des salariés de notre base en Île-de-France qui ont un site du même employeur plus proche de chez eux. Et ils pourraient passer de 13,6 km à l'aller en trajet médian à 3,2 km à l'aller. Et donc, on parlait du vélo tout à l'heure. Si on veut qu'une majorité de personnes passent au vélo, ceux qui sont aujourd'hui à 13 km, c'est plus d'une heure à vélo. Et aujourd'hui, sans piste cyclable pour la plupart en grande couronne. Donc, si on les mute et qu'ils ne sont plus qu'à 3,2 km de chez eux, là, ça devient faisable beaucoup plus rapidement à vélo. Ensuite, on passerait de 38 minutes à l'aller à 14 minutes à l'aller à isomode de trajet. Si c'était en voiture, on a gardé en voiture. Si c'était en transport, on a gardé en transport. Mais dans tous les cas, le trajet est plus court. Pour les automobilistes, passer de 750 € à 200 et d'une tonne 2 à 0,4 tonnes de CO2. Et là, on est beaucoup plus sur une trajectoire de stabilisation du climat où chaque humain sur Terre pourrait peser 2 tonnes de CO2 par an. Ensuite, je vous disais, notre objectif, c'est vraiment de changer la structure des trajets en France. Donc, voici la répartition des salariés par distance. Donc, actuellement, en Île-de-France, 64% sont à plus de 10 km. Et donc, pas pratique du tout de faire ce trajet à vélo, et plutôt long. Après réaffectation, une fois que leurs employeurs respectifs les auront réaffectés plus près de chez eux, on aura 88% des salariés à moins de 10 km, faisables à vélo. Et beaucoup plus sympa au quotidien. De la même manière, en termes de durée, 84% sont à plus de 20 minutes, alors que demain, 67% seraient à moins de 20 minutes.
Et je passe la parole à Camille pour un effet waouh. Attention, Camille va vous montrer une super vidéo. Vas-y. Ouais, donc ce que je vais vous présenter maintenant, c'est une vidéo avant-après qui représente le report, le potentiel des réaffectations en termes d'effet sur la congestion des routes en Île-de-France. Donc ce qu'on va observer sur la gauche, ça va être la situation actuelle, donc les trajets initiaux de tous les salariés de notre base de données qui ont un site plus proche de chez eux, du même employeur. Et ce qu'on va observer sur la droite, ce seront donc les trajets futurs, une fois qu'on aurait mis en place les réaffectations pour que tout le monde travaille plus près de chez soi. Donc, comme l'a dit Laure, on va passer de 13,6 km à l'aller à 3,2 km. Et on va observer donc les trajets de tous ces salariés coloriés en fonction de leur distance à l'aller. Donc les points rouges, ça va représenter des personnes qui ont un trajet de plus de 20 km. Les points oranges, ce seront des personnes entre 10 et 20 km. Et les points verts, ce seront les trajets les plus courts, entre 0 et 10 km. Et donc, je vous propose d'observer en temps réel, accéléré bien sûr, ce qui se passe le matin en Île-de-France, chaque matin sur la gauche, et ce qui pourrait se passer demain si on mettait en place des réaffectations pour optimiser et réduire les distances à la source. Donc à gauche, on voit des lignes qui se dessinent sur le périphérique, qui affluent vers Paris et qui sont toutes ou presque rouges. À droite, on a beaucoup de points verts qui se déplacent, donc des trajets très courts. Et alors qu'à gauche, les trajets sont encore en train de s'intensifier, les lignes sont toujours présentes, les personnes sont toujours dans leur voiture sur le périphérique. À droite, pratiquement tout le monde est déjà arrivé sur son lieu de travail. Donc, ça y est, après réaffectation, tout le monde est arrivé car les trajets sont globalement beaucoup plus courts. Et à gauche, on continue d'avoir des trajets très longs et pénibles qui embouteillent les routes et qui vont encore se poursuivre pendant un petit moment. Voilà, donc il reste encore quelques automobilistes sur des petites routes en Île-de-France, mais globalement, ce qu'on observe, c'est réellement un impact énorme sur la congestion en termes d'impact des réaffectations. Et donc maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est une cartographie qui a été faite par notre data analyst et qui représente les émissions de CO2 associées au trajet domicile-travail des personnes qui vivent dans chaque commune d'Île-de-France. Donc, ce qu'on observe, c'est des communes coloriées en fonction des émissions annuelles médianes par salarié, uniquement liées au trajet domicile-travail. Donc, concrètement, sur notre gauche, ce qu'on observe, c'est la situation actuelle. Donc, tous les salariés sont représentés, hein, pas uniquement ceux qui ont un site plus proche. Ce qu'on observe, c'est que, bien sûr, dans Paris, en petite couronne, on a des émissions qui sont assez faibles, grâce à de faibles distances et une forte proportion de transports en commun. En revanche, toute la périphérie, notamment ici dans cette zone, est supérieure à 1,2 tonne d'équivalent CO2 par an. Donc, on explose le budget carbone par personne rien qu'avec des trajets contraints domicile-travail. Et après réaffectation, la carte devient pratiquement entièrement rose pâle, donc avec des trajets de moins de 0,55 tonnes d'équivalent CO2 par an en médiane dans la majorité des communes d'Île-de-France. Et cela nous permet de conclure sur l'intérêt d'un point de vue de l'équité pour réduire les émissions de CO2 des réaffectations et des mobilités internes. Et donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez que nous vous envoyions toutes ces analyses et toutes ces slides par mail ou que nous vous recontactions, à nous mettre un petit commentaire, parce que sinon, on ne vous voit pas, on ne sait pas qui vous êtes. Et donc, n'hésitez pas à réagir ou à mettre un commentaire sur les slides. Merci beaucoup Camille. Hop, on va passer à la session de questions-réponses. Et donc, je vais afficher déjà les questions qui ont été posées depuis le début. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Donc, hop, je lis ici. Super étude, avez-vous examiné les 2 conditions requises pour l'usage d'un vélo? C'est-à-dire le vélo, avoir un vélo personnel, accès à un garage, vélo sécurisé, ou alors vélo partagé, accès à un parking, etc.
Aujourd'hui, non. Ce qu'on fait, nous, c'est de regarder les conditions intrinsèques au passage au vélo. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait 50 kilomètres matin et soir ne passera jamais au vélo. Nous, ce qu'on montre, c'est ceux qui, qui ont les conditions, nécessaires à passer au vélo et ensuite, effectivement, il faut convertir l'essai et c'est le rôle de l'employeur et c'est ce qu'on recommande dans nos actions, c'est voilà, vous avez ce potentiel-là de gens qui sont, à distance et avec un pourcentage de pistes cyclables tout à fait pertinent. Et donc, à vous de jouer, de leur donner un forfait mobilité durable, de mettre des racks à vélo, etc., pour garantir le passage au vélo. Mais non, effectivement, nous, on regarde vraiment le potentiel et conditions intrinsèques. Ensuite, l'augmentation des distances, c'est peut-être la faute des femmes qui quittent le foyer et se mettent au boulot, moins facile d'habiter près des 2 lieux de travail. Alors, non, je vous rassure, c'est surtout lié au fait que, la voiture, a permis de travailler de plus en plus loin. En réalité, la mécanique qui est bien connue dans la mobilité, c'est que le budget temps-transport de 25 minutes à l'aller, lui, c'est une constante depuis des décennies, alors que la distance est passée de 3 à 13. Le budget en transport, c'est resté 25 minutes. Sauf qu'en 25 minutes, on pouvait au départ le faire à pied, puis à vélo, Solex, tramway, etc. Et maintenant, c'est 25 minutes en SUV. Donc en fait, peut-être que les femmes, effectivement, dans le même temps, les femmes se sont mises au travail, mais c'est simplement qu'elles se sont dit, en 25 minutes, je peux aller jusqu'à là-bas avec mon SUV maintenant. Donc c'est pas la faute des femmes, surtout pas. C'est le contexte énergétique qui faisait que c'était pas grave, c'était acceptable de faire 25 minutes en voiture matin et soir. Sauf qu'aujourd'hui, on a une contrainte à la fois énergétique, climatique et sociale qui fait que il faut réduire l'usage de la voiture thermique et consommer moins de pétrole. Mais on est bloqué avec des distances trop longues, d'où notre logique de se dire on va peut-être réduire les distances. D'autre part, c'est aussi lié au recrutement sur Internet depuis plus de 20 ans, où on a perdu le sens du local. Je vous mets au défi de trouver un job dans les 2 kilomètres à pied autour de chez vous. Les annonces ne mentionnent pas les adresses. Donc on peut trouver un job au niveau régional. On ne sait pas trop où ça va être. L'adresse est peu indiquée. En revanche, c'est très compliqué de trouver un job très proche, d'où notre logique aussi de réaffectation. Il faut avoir en tête aussi que 10% des foyers français déménagent chaque année. Et donc, si au départ, la personne a été embauchée proche de chez elle, le contexte familial de mise en couple ou au contraire séparation, enfants qui arrivent, on prend un appart plus grand, grands enfants qui partent, on réduit la taille, ça fait que potentiellement, et 7 déménagements sur 10 changent de ville. Donc changent de ville mais au sein du même bassin d'emploi. Donc ça peut générer aussi un allongement de distance. Donc voilà, donc je ne mettrai pas ça sur le dos des femmes. Donc impressionnant le 62%. Avez-vous calculé le pourcentage de situations où il existe réellement une opportunité de permutation? Non, c'est un peu plus complexe, c'est à l'échelle de chaque entreprise parce qu'en réalité, nous, on pourrait le faire de manière un peu grossière sur exactement le même intitulé de poste, mais en réalité, quand on se plonge dans la finesse de chaque entreprise, on s'aperçoit que tel métier, en fait, l'intitulé n'est pas tout à fait pareil, mais en réalité peuvent permuter parce que les personnes peuvent être formées très rapidement. Donc, en réalité, le chiffre qu'on vous donnerait en étant vraiment exactement sur le même intitulé de poste ne serait pas révélateur de la réalité des entreprises sur le terrain. Ensuite, en Île-de-France, que représentent les déplacements en voiture domicile-travail par rapport aux déplacements du week-end en termes d'émissions de CO2? Alors, on ne l'a pas préparé pour aujourd'hui, on peut revenir vers vous avec ça, mais du coup, comme j'ai vu votre question avant de reprendre la parole, hop, je vais basculer sur ce slide-là. Attendez, je vais reprendre la main pour effectivement montrer que... Attendez, comment on fait? Tac. Voilà, hop, je reprends la main sur ce slide-là. Je vous montre les trajets, la portée moyenne des déplacements des Français pour leurs activités. Donc là, on s'est concentré aujourd'hui sur l'emploi, qui est, donc selon le Forum des vies mobiles et l'Obsoco, d'environ 14 km à l'aller. Le SDES dit 13,3. Enfin voilà, on est toujours dans ces ordres d'idées. Et effectivement, les autres trajets sont importants aussi. Tout ce qui est études, donc école, collège, lycée, fac, c'est 14 km de trajet. Accompagnement d'enfants, sport, loisirs, et puis les activités sociales, la famille. On ne peut pas exiger de la famille et des amis d'habiter juste à côté. Donc c'est ce qui effectivement fait les plus longs trajets. Mais
il faut avoir en tête que le trajet qui est répété le plus souvent et qui structure les autres, la manière dont on va faire ses courses, ses loisirs, et potentiellement les activités des enfants, c'est le trajet domicile-travail. Et que la moitié des trajets, ici sont chaînés, d'après le Shift Project. Chaînés, c'est-à-dire qu'on va partir de la maison, on va déposer les enfants, à l'école, on va enchaîner avec le travail, un petit loisir ou faire, les courses et rentrer. Et donc au final, voilà, les trajets domicile-travail, en réalité, même quand quelqu'un n'a un trajet que de 4 kilomètres domicile-travail, comme ça va être potentiellement chaîné avec école, travail et courses, ça va être en réalité un trajet plus long. Donc on reviendra vers vous, mais effectivement, dans l'étude l'EMP, l'enquête mobilité des personnes, les trajets domicile-travail en termes de voyageurs kilomètres, c'est-à-dire vraiment de kilomètres parcourus, ne pèsent que 25% des kilomètres parcourus, mais structurent les autres. Alors, hop. Mince, où est-ce que je fais les... Voilà, hop. Donc, je peux enlever ça et je vais remontrer le chat. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait Hop, hop, hop. Alors, hop. Si les gains liés aux reports modaux sont aussi importants, ne peut-on pas imaginer une responsabilisation des DRH et des collectivités sur sa mise en œuvre? Mais oui, Simon, tout à fait. C'est ce qu'on espère. Aujourd'hui, effectivement, les plans de mobilité employeurs ne considèrent que le report modal. C'est-à-dire que toutes les documentations de l'ADEME parle du plan mobilité employeur comme étant basé sur le passage au vélo, transport en commun, covoiturage et télétravail, et un petit peu tiers-lieu maintenant, mais pour avoir étudié les cas d'usage des tiers-lieux, c'est quand même très, 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 très restreint. Et donc effectivement, le côté réaffectation, c'est nouveau. On est les premiers au monde à avoir mis le doigt dessus, l'avoir mesuré. Donc ça ne fait pas encore partie des politiques de mobilité durable. Il n'y a aucune obligation, effectivement. Mais la raison pour laquelle, et c'est ça qui sera certainement le moteur de cette transition, la raison pour laquelle les gros employeurs que je vous ai cités travaillent avec nous, c'est certes pour le côté RSE de la chose, mais aussi pour tout simplement la qualité de vie des salariés. Et la qualité de vie des salariés génère des aspects positifs pour l'employeur qui sont la baisse de l'absentéisme, la baisse du turnover, la baisse des retards. Et donc tout ça, ce sont des indicateurs clés très importants pour les équipes RH et c'est ça qui les motive. Il faut savoir que les employés de terrain en France, tout employé, tout CSP confondu, les Français sont absents 25 jours par an en moyenne, en plus des congés payés. Donc 2 jours d'absence par mois, et c'est hors congé mat. Donc voilà, il y a un vrai sujet sur l'absentéisme, et il existe plusieurs études qui font la corrélation entre la pénibilité du trajet et l'absentéisme. Donc il y a des milliers d'euros par personne par an à économiser grâce à la réduction des trajets. Et sur le turnover, c'est pareil, il y a une corrélation entre la durée du trajet et l'envie de s'inscrire dans la durée ou pas dans l'entreprise. Un chiffre clé, là, 69% des Français, selon Région Job, sont prêts à quitter leur job pour en trouver un plus près de chez eux. Donc les employeurs multisites ont tout intérêt à les fidéliser en interne en les rapprochant de chez eux en interne. Donc voilà, il n'y a pas d'obligation légale, mais des motivations à le faire aujourd'hui. Alors, question. Est-ce qu'un kilomètre à pied travaille aussi avec le milieu rural? Quel est le potentiel de votre analyse en milieu rural? Alors oui, complètement. Je vis moi-même en zone rurale à Cluny, en Sud-Bourgogne, et on a des clients partout en France. Il se trouve que là, vous êtes inscrit sur le webinaire Île-de-France, mais c'est la fin de notre tournée française. On a fait ce même webinaire que vous pouvez retrouver dans nos événements passés, dans toutes les régions. Si certaines régions vous intéressent, on peut vous donner les résultats. Mais justement, souvent, en dehors de l'Île-de-France, la spécificité de l'Île-de-France que Camille a mentionné, c'est qu'il y a Paris avec beaucoup de pistes cyclables et des trajets plus courts qu'ailleurs. Et autre spécificité, à Paris, le vélo va plus vite que la voiture, ce qui n'est pas du tout le cas ailleurs en France. Le vélo va moins vite que la voiture où on roule à 90 km/h. Voilà. Donc, dans ce cas-là, dans ce contexte rural, les réaffectations font encore plus de sens avec le covoiturage qui, lui, s'applique partout.
Ensuite, merci pour ces présentations éclairantes. Pensez-vous pour le report potentiel sur le vélo pouvoir croiser avec le pourcentage de pistes cyclables disponibles? Alors oui, on le fait à l'échelle de chaque client. Là, ça demandait un extrait, incroyable. On n'a pas relancé des appels, mais oui, chaque client a pour chaque salarié son pourcentage de pistes cyclables et effectivement, il va être au-dessus de 80 dans Paris et partout ailleurs, chez tous nos autres clients, voilà, on est plutôt, très bas, aux alentours de 20-30 de pistes cyclables sur l'itinéraire. Hop, tchouk tchouk, est-ce que j'ai déjà montré celle-ci? Désolée, je suis un petit peu perdue. Passionnant, observez-vous, entre la détection de l'opportunité de mutation et la réalisation de cette mutation, quel pourcentage de salariés parviennent à en bénéficier à moyen terme? Oui, très intéressant. Alors, tous nos clients que je vous ai cités, c'est assez récent, hein, on a une activité assez récente. On a commencé par faire des plans de mobilité employeurs, des diagnostics mobilité, des études d'impact, des déménagements sur, les trajets domicile-travail. Donc ça fait moins de 2 ans qu'on fait cette activité-là. Il y a un certain nombre de salariés, quand Camille a montré le avant-après, clairement le après, on n'y est pas encore, hein. Aujourd'hui, il y a eu, moins de 1000 réaffectations faites chez l'ensemble de nos clients, mais parce que c'est le début, parce qu'il faut qu'ils, mettent en place aussi leurs procédures internes, leurs process, les nouveaux réflexes de recrutement interne, faire aussi, et ça c'est le temps long, hein, des RH, c'est, programmer des entretiens annuels avec cette question, car figurez-vous qu'elle n'était pas posée avant sur souhaites-tu changer de site? Donc tout ça, c'est du temps long, mais on voit que c'est un peu diesel et qu'il y en a de plus en plus. Donc je reste optimiste sur le fait qu'on arrive à accélérer les réaffectations. En tout cas, il y a vraiment de l'énergie du côté des entreprises. Tac, tac. Preneuse des slides, très bien. Alors, Émeric, est-ce que le modèle utilisé pour le routing, quel est le modèle utilisé pour le routing? Y a-t-il du calcul multimodal propre à un kilomètre à pied? Alors, on le fait pour les transports en commun. Là, c'est vrai qu'on a montré que le côté porte-à-porte, first mile à pied, segment en transport en commun et last mile à pied. On a aussi la capacité de faire first mile voiture, notamment en zone rurale où il va falloir faire déjà 10-15 minutes de voiture pour se garer à une gare TER. C'est typiquement mon cas. Si je veux prendre le TER ou le TGV à Mâcon, bah, voilà, il faut que je fasse mes 20-25 minutes en voiture. Et on le fait effectivement à l'échelle de chaque client. Là, on l'a pas montré. On voit qu'il y a quand même plus de report modal vers les transports en commun quand c'est direct, quand on peut le faire à pied. On manque cruellement de parking sur les gares TER. Et donc, quelquefois, et en tout cas à Mâcon, c'est le cas, les gens ne peuvent pas faire le multimodal parce qu'ils ne peuvent pas se garer à la gare. Et que ça va beaucoup plus vite, finalement, de faire le trajet direct en voiture. Hop, quel est le retour des entreprises et des salariés au sujet de la réaffectation? Est-ce qu'elle est bien comprise par les intéressés? Oui. Alors, donc bien comprise par les employeurs, oui, avec les arguments que je vous ai cités sur la performance opérationnelle au global de l'entreprise, la fidélisation, la baisse de l'absentéisme, moins de fatigue, de meilleures relations sociales aussi, puisque les salariés qui, du coup, habitent tous plus proches du lieu de travail ont plus de liens, se connaissent un peu plus. Un tel n'est pas qu'un collègue, mais c'est aussi le papa de la meilleure amie de sa fille. Enfin voilà, donc ça crée des meilleures relations. Et alors, même s'il n'y a pas d'obligation, et même s'ils ne le font pas pour la mobilité durable, il y a de la motivation. Alors, hop, avez-vous travaillé avec des simulations multi-employeurs? Alors, ça, c'est marrant, on nous pose souvent la question. Donc, j'imagine que vous vous dites, vu qu'on travaille avec Lidl, Carrefour et Auchan, est-ce qu'on peut pas échanger des salariés entre les entreprises? Si je reviens aux motivations même de l'entreprise à faire ce qu'on fait, de réduire les trajets, c'est de fidéliser leurs salariés pour éviter du turnover qui leur coûte très cher. Et donc, de minimiser aussi le travail administratif des équipes RH. Or, si on le fait en inter-entreprise, eh bien, c'est un changement de contrat, donc ça fait quand même pas mal de travail. C'est pas qu'un avenant, il n'y a même pas d'avenant quand on fait des mobilités internes géographiques, puisque ça rapproche, donc on n'a même pas besoin d'activer la clause de mobilité, il n'y a pas besoin d'avenant. Inter-entreprise, c'est plus compliqué, c'est pas la même grille de salaire, c'est pas la même entreprise. Il faut refaire les contrats, se mettre en danger, recommencer une période d'essai. Donc, il y a déjà un tel potentiel, vraiment, hein, vous l'avez vu, il y a déjà un tel potentiel au sein même de chaque entreprise
que je pense que c'est plus simple de démarrer par ça que d'essayer d'aller un cran plus loin sur l'inter-entreprise. Et pardon, votre question se terminait. Je pense néanmoins à des secteurs comme la santé et l'administration publique. Concrètement, oui, bien sûr, on peut le faire dans l'administration publique, les hôpitaux. Je pense à la PHP, là, en Île-de-France, 33 hôpitaux, hein, et certes, il y a des chirurgiens avec des spécialités, on ne va pas pouvoir les permuter, mais je pense à des métiers comme aide-soignant, infirmier, infirmière, sauf s'ils sont vraiment spécialisés, mais brancardier, secrétariat, sont des postes qui peuvent être effectivement plus proches de chez eux. Tac, je suis un petit peu perdue, désolée. Donc oui, Aymeric qui dit inter-entreprise, le futur. Je suis pas sûre parce que c'est plus compliqué. Il faut vraiment être pragmatique avec tout ça et se comprendre vraiment les process des entreprises et ne pas être trop utopiste. Je pense que déjà intra-entreprise, ça va déjà être une révolution. Vos outils et compétences sont clés pour éclairer les choix de moyens de mobilité des territoires. J'espère que beaucoup d'entre eux feront appel à vous. Merci Simon. Merci beaucoup. Effectivement, on travaille avec de plus en plus d'AOM, autorités organisatrices de mobilité, qui nous confient leurs programmes d'accompagnement des entreprises de leur territoire. Parce que souvent, il y a un manque de temps et un manque d'outillage pour pouvoir fournir comme ça des données clés pour mettre en place les projets qui éviteront le plus de CO2 et qui feront faire le plus d'économies aux salariés. Donc, je mentionne par exemple l'Eurométropole de Strasbourg qui nous confie en fait un package de plans de mobilité chaque année qu'elle va distribuer aux employeurs de leur territoire et même faire des réaffectations de ses propres agents. Alors, je suis désolée si j'ai pas... En fait, moi, j'ai une interface où je vois les commentaires tout petits. J'espère que je n'en ai pas oublié. En tout cas, merci à tous. Il est 59, donc n'hésitez pas à nous écrire ou à m'ajouter sur LinkedIn ou Camille pour nous faire un petit message si vous voulez recevoir les slides après, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup d'infos. Vous avez peut-être envie de les regarder à tête reposée. Donc, merci à tous. Très bonne journée, très bonne fête de la musique aussi. Et à bientôt.